Compte rendu des missions de chirurgie cardiaque réalisées au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga de Cotonou de 2021 à 2023. Du 29 mars 2021 au 21 septembre 2023, 12 missions se sont déroulées et ont permis de prendre en charge 105 patients, dont 100 ont été opérés à cœur ouvert et 5 à cœur fermé. Le tout pour un montant total de 1 455 98 382 francs CFA entièrement pris en charge par l'État, avec des coûts allant, suivant les cas, de 6 millions à près de 20 millions de francs CFA, soit un coût moyen unitaire de 13 858 080 francs CFA. Celui-ci est moins élevé que le coût moyen des évacuations sanitaires pour la même intervention en Europe, qui est de 16 636 618 francs CFA pour des résultats quasi similaires, compte non tenu des frais de voyage, de séjour et d'autres coûts de logistique. Au terme de cette phase de mise en œuvre du pôle d'excellence, il ressort que la demande de chirurgie cardiaque est réelle dans notre pays. Tous les 2 mois, en effet, il est diagnostiqué une dizaine environ de cas nécessitant la chirurgie cardiaque, d'où l'importance de développer et de renforcer cette offre de soins. C'est pour cette raison que le Conseil s'est montré favorable à la poursuite de ces missions, avec un accent particulier sur le transfert de compétences au personnel local de santé, qui pourra bénéficier par ailleurs de stages de formation pratique en Europe. L'objectif visé est le renforcement des capacités des professionnels du domaine qui, à terme, prendront le relais dans la réalisation des interventions de chirurgie cardiaque sur place et assureront pleinement le fonctionnement du service de cette spécialité qui sera ouvert au Bénin sans assistance externe. C'est dans ce cadre que le Conseil des ministres a décidé, lors de sa séance du 29 novembre 2023, de la mise en stage en France pour 6 mois d'un premier groupe de 30 médecins praticiens et paramédicaux associés aux 12 missions. Le ministre de la Santé veillera à la mise en œuvre cohérente des recommandations issues de l'évaluation de celles-ci. En point 3, compte rendu des diligences effectuées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste ARCEP Bénin en vue de la migration du plan national de numérotation du Bénin de 8 à 10 chiffres. Le plan national de numérotation, dont la gestion relève des compétences de ARCEP Bénin, organise la ressource constituée par l'ensemble des numéros et permet d'identifier les points de terminaison fixes ou mobiles des réseaux et services téléphoniques afin d'acheminer les appels et d'accéder à des ressources internes au réseau. Il fixe les conditions de réservation et d'attribution relativement à la numérotation et représente un segment du plan de numérotage mondial défini par l'Union internationale des télécommunications. Au Bénin, ce plan est passé de 6 à 8 chiffres depuis 2005. Mais l'émergence de nouveaux services connectés, le lancement d'un nouvel opérateur et l'éclosion des services mobiles, financiers et de communication entre machines accroissent les besoins. Il devient donc impérieux de créer de nouvelles disponibilités pour satisfaire les attentes du secteur. Aussi, du point fait au Conseil par le ministre du Numérique et de la Digitalisation, il ressort que l'étude réalisée par ARCEP Bénin pour déterminer l'approche optimale à mettre en œuvre a conclu à la nécessité d'une migration du plan de numérotation de 8 à 10 chiffres. À ce titre, il est préconisé que toutes les actions relatives au basculement des réseaux des opérateurs vers le nouveau plan soient mises en œuvre selon le chronogramme communiqué. Le Conseil en a pris acte et a recommandé que l'autorité de régulation, en liaison avec les opérateurs, engage des actions de large communication et de sensibilisation à l'endroit des utilisateurs des services de communication électronique. Le 15 août 2024, date retenue par les autorités béninoises pour la transition de l'analogie au numérique.
Après le lancement officiel en février 2023, le processus se dirige vers une phase cruciale. À partir du 1er avril 2024, le basculement s'intensifiera pour respecter le délai fixé et abandonner l'analogique. Le porte-parole du gouvernement apporte des explications. Le passage de l'analogique au numérique a un avantage fondamental, c'est de permettre d'avoir des programmes de meilleure qualité. En réception télé chez vous, vous avez de la meilleure qualité d'image et de son. Les spécialistes disent que le numérique, lorsque les conditions de réception sont remplies, permet d'avoir des images au moins 5 fois meilleures à celles que l'analogique permet d'avoir. Le numérique permet par ailleurs une bonne gestion des spectres électromagnétiques. Évite les interférences au maximum quand les conditions d'installation sont bien remplies, de telle sorte que vous n'avez pas une chaîne qui chevauche sur l'autre. Et puis à l'arrivée, vous pouvez même sur une seule fréquence avoir plusieurs chaînes. Donc il y a un gain de qualité et d'efficience avec l'implémentation du numérique. Aujourd'hui, au point où nous en sommes, c'est de constater que le gouvernement a pris toutes les dispositions qu'il fallait depuis quelques années en mettant en place les infrastructures, en discutant avec les éditeurs et en faisant le processus tel qu'il l'a planifié pour que toutes les conditions soient remplies aujourd'hui dans notre pays afin que la diffusion des programmes de nos télés puisse se faire de façon numérique. Depuis au moins un an, donc depuis février 2023, les conditions étaient déjà remplies et les essais avaient commencé. Et pendant un an, on a pu expérimenter cela en même temps que la diffusion analogique se poursuivait. Donc les deux modes étaient en cours, sont en cours, je dirais même jusque-là. Mais là, on a fait les essais et on s'est rendu compte que c'est concluant et que toutes les conditions sont remplies pour que désormais nous puissions opérer le basculement entier de l'analogique au numérique afin que, comme je le disais d'entrée de propos, nos populations, les téléspectateurs puissent bénéficier de programmes de meilleure qualité. À partir du 1er avril, il va s'intensifier parce que zone par zone, on va décrocher à telle enseigne que autour du 15 août 2024, nous ayons réussi totalement le basculement et que les programmes chez nous soient entièrement numériques désormais à partir de cette échéance du 15 août 2024. Pour les kits qui sont en place aujourd'hui, il y a eu un effort substantiel de la part du gouvernement qui a renoncé aux droits de douane, qui a renoncé à la TVA sur tous les équipements importés dans notre pays pour favoriser l'accès à la TNT à nos populations. De sorte que les kits qui sont vendus aujourd'hui, ceux que le gouvernement lui-même a acquis, parce que le gouvernement en a acquis un certain nombre, dispatchés dans toutes les mairies de nos 77 communes, et il y a des privés qui ont été homologués par la HAC pour qu'on s'assure que le matériel qu'ils font venir correspond aux normes et spécifications que nous avons retenues. Donc le gouvernement avait déjà fait un premier effort en délaissant toute taxe et droits de douane sur ces équipements-là, de sorte que le prix auquel ils sont cédés est un prix déjà subventionné. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est qu'en faisant le point de l'étape où nous en sommes, et pour être certain que nous pouvons enfin faire le basculement total, le chef de l'État a instruit la ministre du numérique et de la digitalisation et le ministre de l'économie et des finances à l'effet de voir encore s'il n'est pas possible de faire une action supplémentaire en subventionnant davantage ce qui est déjà disponible comme équipement sur le terrain. Et là, je vous le dis, les études ont été faites, les simulations ont été faites, et nous sommes aujourd'hui acquis à l'idée qu'un effort pourrait être fait encore. Et très certainement que dans les prochains jours, vous allez entendre une nouvelle décision du gouvernement qui fera que les équipements de la TNT vont pouvoir être acquis par nos populations à un prix en dessous de celui pratiqué actuellement, qui est de 13 500 francs, avec toutes les exonérations que le gouvernement avait déjà faites là-dessus. L'allaitement maternel exclusif, c'est le mode d'alimentation du nouveau-né ou du nourrisson, avec rien que du lait maternel, s'ajoute d'aucun autre aliment, à l'exclusion de gouttes ou de sirop ou de médicaments. Donc c'est le fait de donner exclusivement le lait maternel au nouveau-né ou au nourrisson.
Et ce qui est recommandé dans notre pays, c'est que cet allaitement exclusif soit fait pendant les 6 premiers mois de vie. Le lait maternel contient tous les nutriments dont le nourrisson a besoin pendant les 6 premiers mois de vie. Il est constitué essentiellement d'eau, à raison de 87 à 88% environ. Ensuite, des macronutriments que sont les lipides, les glucides et les protéines. Il est également constitué de micronutriments, c'est-à-dire tout ce qui est micronutriments, les vitamines et les minéraux. La nourrice ne doit donner à son enfant rien d'autre que le lait maternel si elle arrive à produire suffisamment ce lait-là pour couvrir les besoins du nourrisson. Mais dans certains cas particuliers, tels que des conditions où la production de lait est insuffisante pour couvrir les besoins du nouveau-né, ou bien dans le cas de la maladie de la maman, quand elle est en hospitalisation, ou bien c'est le bébé qui est malade, qui est hospitalisé, ou bien on sent qu'il a besoin de plus de nutriments et le lait n'apporte pas suffisamment ces nutriments pour couvrir ses besoins, on peut ajouter autre alimentation telle que les laits maternisés qu'on achète dans les pharmacies. Les conséquences sont nombreuses. Il y a le risque de retard de croissance et de développement du nourrisson. Il y a une faible capacité d'apprentissage qui est observée chez ces enfants. Également une faible immunité, ce qui est responsable des infections respiratoires, de maladies diarrhéiques, d'infections des oreilles, pour ne citer que celles-là. Il y a également un risque élevé d'obésité, de maladies non transmissibles à l'âge adulte chez ces enfants. Il y a également un risque économique, tant pour l'individu que pour la société. Pour l'individu, parce qu'un allaitement maternel qui est mal exécuté entraîne des capacités réduites chez l'enfant, ce qui fait qu'il a un retard de croissance, un retard intellectuel, ce qui interférera avec son développement physique et qui sera à l'origine d'une capacité réduite de production. Et quand on dit un ou plusieurs individus ont des capacités réduites de production, c'est que ça va agir également sur l'économie de l'État. Aux nourrices, je dirais de tout faire pour respecter l'allaitement maternel exclusif pendant les 6 premiers mois de vie, à cause de tous les bénéfices que ça a sur le développement, que ce soit psychomoteur, intellectuel, et même sur les avantages que ça produit à l'enfant à l'âge adulte. Je leur demanderai de respecter les règles d'hygiène, d'être propre, d'avoir une bonne technique d'allaitement, de trouver le temps de donner à manger à leurs enfants, de donner la tétée à la demande, de faire au moins 20 minutes à chaque tétée et lors de la tétée, de ne pas donner seulement un sein, de tout faire pour faire vider les 2 seins, parce que c'est la succion qui entretient la production de lait. Les ministres des Affaires étrangères de la Russie et du Nigeria ont échangé mercredi à Moscou. Il était question des relations futures entre les deux pays. La Russie apporte et continuera en tout état de cause à apporter une contribution constructive aux efforts des Africains et de l'ensemble de la communauté mondiale pour stabiliser la situation dans la région Sahara-Sahel
Elle aidera les pays de la région à accroître la capacité de combat de leurs armées nationales et des autorités en charge de faire respecter la loi afin de contrer les menaces qui persistent, comme je l'ai dit. Le système multipolaire est ce qui obtient et le multilatéralisme est ce qui, selon nous, devrait être renforcé davantage et nos relations continueront de croître. Nous estimons que nous sommes en bonne position pour entretenir des relations stratégiques très solides avec la Russie. Une réunion des ministres des Affaires étrangères de la Russie et de l'Afrique est prévue à Sochi au dernier trimestre de 2024. Le Rwanda s'oppose à un éventuel soutien de l'Union africaine aux troupes des pays d'Afrique australe déployées pour combattre les groupes armés dans l'est de la République démocratique du Congo. Lundi, le ministre rwandais des Affaires étrangères, Vincent Biruta, a déclaré dans une lettre adressée au président de la commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, que le Rwanda avait appris avec grande inquiétude qu'une réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union était en vue. La réunion viserait à approuver, mais également de soutenir le déploiement de la mission de la communauté de développement d'Afrique australe dans l'est de la RDC. Une région contrôlée par les rebelles du M23, qui, selon Kinshasa, serait soutenue par Kigali. Faux, selon le Rwanda, qui estime que le déploiement d'une force de la SADC pourrait exacerber le conflit. Les 16 membres de la SADC ont déjà approuvé la mission dans l'est de la RDC en mai dernier. Donald Trump a remporté la majorité des États républicains en jeu face à sa rivale Nikki Haley lors du Super Tuesday, grande journée électorale des primaires américaines organisée ce mardi. Même si Nikki Haley a privé Donald Trump du grand chelem en remportant une victoire surprise dans le Vermont, l'ancien président promet de rassembler les membres du Parti républicain. Notre Parti républicain est formidable et compte d'immenses talents. Nous aspirons à l'unité, nous allons l'obtenir et cela va se produire très rapidement. Nous n'avons pas le choix. Le 5 novembre sera le jour le plus important de l'histoire de notre pays. Selon plusieurs médias américains, l'ancien président de droite a été déclaré vainqueur dans 12 États sur 15, dont la Californie et le Texas. Des résultats qui ouvrent potentiellement la voie à un nouvel affrontement avec Joe Biden. À 81 ans, Joe Biden s'est emparé de tous les États en jeu pour lui, mais à l'instar de Trump, le président pâtit d'un manque d'enthousiasme de la part de certains membres de son propre parti. Le pape François a toujours quelques soucis de santé. Comme en février dernier, un léger rhume a encore dérangé le souverain pontife à l'occasion de sa messe hebdomadaire, dite pour la première fois en extérieur cette année à la place Saint-Pierre du Vatican. La catéchèse d'aujourd'hui sera lue par un gentilhomme, un de mes assistants, car j'ai encore un rhume et je ne peux pas bien lire. Merci. À 87 ans, le pape est apparu très exténué mercredi, incapable de remonter dans la papamobile à la fin du sermon. En ce jour, il a fait si froid à la place Saint-Pierre. L'homme s'est ensuite rendu à l'hôpital pour des tests non spécifiés et les résultats n'ont pas été communiqués aux médias. Malgré son état de santé et le froid hivernal, le pape garde ses marques de sympathie à l'endroit des fidèles, toujours aussi adorables. L'économie sud-africaine a enregistré une croissance marginale de 0,1% au cours du dernier trimestre de 2023. À quelques mois des élections nationales et provinciales qui auront lieu en mai, l'économie du pays évolue en dents de scie. Ces données signifiant qu'elle a évité de justesse une récession technique après une contraction de 0,2% au troisième trimestre.
Pour l'ensemble de l'année 2023, la croissance s'est établie à 0,6% conformément aux prévisions du Trésor national. La stagnation de la croissance économique et les niveaux élevés de chômage figurent en tête de liste des préoccupations des électeurs. Une présentation de Statistics South Africa a montré que 6 industries ont apporté une contribution positive au 4e trimestre, les transports, l'exploitation minière et la finance ayant propulsé la croissance. 4 ont eu une contribution négative. L'inefficacité de la compagnie nationale d'électricité Eskom et de l'opérateur portuaire et ferroviaire Transnet continue d'étouffer la croissance, tandis qu'une crise du coût de la vie a comprimé les dépenses de consommation. L'Égypte a laissé flotter le cours de sa monnaie mercredi. À la suite de cette annonce, la livre égyptienne a commencé à flotter et en quelques heures a perdu plus de 60% de sa valeur par rapport au dollar. À la fin de la journée, les banques commerciales négociaient la monnaie américaine à plus de 50 livres pour $1 contre 31 livres environ. Le dollar est maintenant disponible à la banque pour 45 livres. C'est mieux que son cours au marché noir qui est de 70 à 75 livres. À l'approche du Ramadan, si Dieu le veut, les prix baisseront de manière significative. La hausse du taux d'intérêt est, je l'espère, un bon signe. L'important est que les prix baissent légèrement et que la situation s'améliore. Tout le monde espère un marché plus calme. L'Égypte a également annoncé un accord avec le Fonds monétaire international pour augmenter son prêt de sauvetage de 3 à 8 millions de dollars. Le gouvernement est-il plus fort ou les commerçants sont-ils plus forts? On le saura dans les prochains jours. D'autant plus que les commerçants affirment qu'ils ont acheté des biens lorsque le taux de change du dollar était de 60 à 70 livres sur le marché noir et qu'ils ne peuvent pas baisser les prix des biens et subir des pertes. Au bout de 2 ou 3 mois, on craint que les dollars soient épuisés. Le plus fort dominera la fixation des prix au cours de la période à venir. Ces mesures annoncées par la Banque centrale d'Égypte mercredi faisaient partie des principales exigences du FMI pour augmenter son prêt de sauvetage que les deux parties ont accepté en 2022. Le Fonds monétaire international sera-t-il satisfait de ces politiques? Oui, bien sûr. Si vous répondez à leurs attentes, est-il possible pour le FMI d'offrir à l'Égypte davantage de subventions et de prêts sur une période plus longue et pour des montants plus importants? Je pense que oui. L'introduction en bourse de la livre égyptienne combinée à une forte augmentation du taux d'intérêt principal vise à lutter contre les vagues inflationnistes et à attirer les investissements étrangers. La mutilation génitale féminine pourrait effectuer son grand retour en Gambie. Lundi, un parlementaire indépendant a déposé au Parlement gambien un projet de loi visant à lever l'interdiction de l'excision. La pratique avait été proscrite dans ce pays majoritairement musulman en 2015, à l'époque où Yahya Jammeh était encore président. Le parlementaire Almameh Jiba a introduit la proposition de loi en première lecture. L'examen a été renvoyé à une seconde lecture prévue le 18 mars prochain. L'homme indique que l'excision n'est pas une nécessité en islam, mais d'influents religieux musulmans font pression pour la levée de l'interdiction, tandis que les militants des droits des femmes promettent de faire campagne pour son maintien. Le règne autoritaire de 22 ans du président Jammeh a pris fin en 2016. Plus des 3/4 des femmes gambiennes âgées de 15 à 49 ans ont déjà subi des mutilations génitales, selon l'ONU. La Somalie est désormais membre à part entière de la communauté d'Afrique de l'Est. Le ministre somalien du Commerce et de l'Industrie, Djibril Abdirachid Hadji, a présenté le document de ratification du traité d'adhésion au secrétaire général de l'organisation lundi à Arusha, en Tanzanie. Acte qui complète le processus d'admission. Le Dr Peter Matuki a invité la Somalie à contribuer à l'élaboration d'une feuille de route pour son intégration dans la CAE. La Somalie possède le plus long littoral d'Afrique, de plus de 3000 km reliant le continent à la péninsule arabique. Il devient le 8e membre de la CAE
après la République démocratique du Congo, le Soudan du Sud, le Burundi, le Rwanda, la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya. La Somalie, comme l'exige le traité, est tenue de désigner un ministère pour coordonner les questions de la communauté d'Afrique de l'Est.